Bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des abus, des traumatismes liés à des abus sexuels survenus sur des enfants. Beaucoup de choses ont été dites, je vais en redire certaines, mais surtout, je voudrais, vers la fin de ma vidéo, permettre aux personnes qui vont m'écouter, qui se sentent concernées, de trouver un sens à ce qu'elles ont vécu, de manière à pouvoir l'intégrer et se sentir légitime à garder la tête haute, à avancer dans leur vie et à laisser une trace de leur vécu, à témoigner et à un moment montrer au monde, entre guillemets, c'est-à-dire à des personnes qui seront écoutées avec bienveillance, attention, à écouter, à prendre en compte ce que la personne ayant vécu un tel traumatisme a à témoigner. En effet, lorsqu'on est un enfant et qu'on vit un traumatisme sexuel, une agression, un viol, eh bien, la plupart du temps, on ne peut pas en parler. Ou alors, lorsqu'on émet des signaux, eh bien, l'environnement n'en tient pas compte. Du coup, l'enfant ne peut pas s'exprimer et cela entraîne des conséquences graves et une posture de victime. Or, on ne peut sortir de cette posture de victime qu'en recevant l'écoute et le respect et la validation de ce qu'on a vécu. Et il est vraiment important de passer par cette étape-là, qui est d'une des étapes de réparation de ces préjudices. Mais c'est indispensable à un moment d'être entendu dans ce qu'on a vécu de traumatisant et d'ignoble et de criminel. Je vais vous parler des différentes étapes qui se passent au niveau de la chimie du cerveau lorsqu'un enfant vit un viol ou un traumatisme très grave, comme par exemple lorsqu'il est battu de façon très forte. Mais j'axerai plus particulièrement cette présentation sur les traumatismes sexuels qui font vraiment l'objet d'un traitement à part et spécifique. Alors tout d'abord, je voudrais parler de deux glandes très importantes au niveau de notre cerveau. Il s'agit de l'hippocampe cérébral et de l'amygdale cérébrale. Le rôle de l'hippocampe est de remettre une situation dans son contexte et d'encoder la mémoire temporo-spatiale. Cela veut dire que quand vous vivez quelque chose, eh bien, vous pouvez, des années après, dire « bah voilà, c'était à telle époque, j'étais à tel endroit, il s'est passé telle chose, etc. etc. » Donc, c'est dans votre ligne de temps et vous l'avez intégré et vous pouvez le situer dans votre histoire. Ça, c'est l'hippocampe qui vous permet ça. Et puis, il y a aussi l'amygdale cérébrale qui est très importante. Et le rôle de l'amygdale cérébrale, c'est de réagir aux stimuli émotionnels et d'y apporter des réponses adaptées en vue de nous protéger, notamment la peur. Et nos réactions face à la peur, j'en ai parlé dans un autre enregistrement, mais nos réactions face à la peur peuvent être une accélération du rythme cardiaque, peuvent être l'attaque, peuvent être la fuite, ou peuvent être aussi faire le mort. Tout ça, c'est l'amygdale cérébrale qui nous le permet. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe en cas de traumatisme sexuel et comment ces
mécanismes du cerveau interviennent. Alors, lors d'un traumatisme violent, l'amygdale du cerveau va réagir fortement à la mesure du traumatisme et va se mettre en mode roue libre, tellement ce traumatisme est inattendu, irreprésentable, inimaginable. Et cette violence génère un état de sidération, c'est-à-dire que la personne se met en mode complètement figé, avec une hyperactivité de l'amygdale qui met l'organisme en état de stress intense et du coup met l'organisme en danger. Donc ce stress se situe au niveau cardiovasculaire, donc on peut réellement mourir d'un arrêt cardiaque à ce moment-là. Une hyperstimulation neurologique, une altération du traitement et de l'encodage de la mémoire temporo-spatiale, ce que je vous disais tout à l'heure, et également une altération des apprentissages. Donc on est réellement en danger, et du coup l'amygdale est en roue libre, elle panique complètement. Donc face à ce danger, qui peut être fatal, face à cette surréaction qui n'est absolument pas contrôlée, le cerveau va déclencher des mécanismes de sauvegarde pour nous protéger et empêcher la mort. Pour cela, il va isoler l'amygdale. Et du coup, ça va permettre d'éteindre la réponse émotionnelle. Et en isolant l'amygdale, ce qui se passe, c'est que la personne vit une dissociation. C'est-à-dire qu'elle est à la fois là et ailleurs. Elle ne sent plus rien. Elle ne sait plus où elle est, il n'y a plus d'émotion. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Et cette dissociation intervient parce que, justement, le cerveau libère à ce moment-là des endorphines. Les endorphines, par exemple, la morphine fait partie des endorphines. Donc, c'est un shoot énorme. Et donc, tous ces mécanismes sont à l'origine de la dissociation lors d'un vécu traumatique. Donc, ce vécu va être isolé, va être bloqué dans l'amygdale du cerveau, va être non traité par l'hippocampe. Je vous rappelle que l'hippocampe permet de remettre une situation dans son contexte et d'encoder la mémoire temporo-spatiale dans la ligne de temps. Or là, eh bien, ce vécu va être isolé et non traité. Et donc, il va être chargé de toute l'émotion initiale. Si bien que c'est une bombe à retardement. Et qu'à n'importe quel moment de notre vie, lorsqu'on a vécu un traumatisme pareil, non traité, eh bien, tout événement, toute situation qui, de près ou de loin, non consciemment, nous ramène à cet événement, à ce moment-là, peut faire ressurgir le trauma de façon violente. C'est vraiment une bombe à retardement. Alors évidemment, cela a des conséquences très très graves. En France, depuis quelques années, je ne sais plus exactement depuis quand, mais depuis quelques années, le viol est considéré comme un crime et est passible des assises. Cela dit, un abus sexuel, que ce soit par attouchement ou pénétration, donc viol, détruit. Il détruit la personne. Parce que lorsqu'il survient, l'enfant est en pleine construction psychique et physique. Selon son âge, il est en train de s'approprier son identité sexuée, c'est-à-dire qu'il est en train d'intégrer le fait qu'il est ou un garçon ou une fille. Il est en mode repérage, il explore, il apprend. Il côtoie les limites. Il apprend que certains comportements sont interdits.
il intègre qu'il est une personne différenciée, à part entière. Et vers l'âge de 3, 4, 5 ans, il explore le fantasme, l'imaginaire, et petit à petit, il apprend à faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc tout ce que je viens de vous énumérer se passe entre 1 an et 6 ans. Lorsque l'abus sexuel survient, les conséquences sont désastreuses et peuvent pourrir la vie de la personne en question si elle n'en a pas conscience et ne se fait pas accompagner par un thérapeute formé à cet accompagnement spécifique. Les conséquences vont bien évidemment dépendre de l'âge de l'enfant et du stade où il en est dans sa construction psychique. J'ai parlé des étapes de développement dans mon enregistrement, je crois que c'est le numéro 10, dont le titre mentionne la co-création. Et je vous invite, si vous n'avez pas écouté cet enregistrement, à l'écouter ou à le réécouter, parce que j'y parle vraiment en détail des étapes de construction psychique et du développement de l'enfant. Donc les conséquences, je disais, vont être dramatiques en fonction de l'âge de l'enfant et de son étape de développement lorsque ça survient. Donc la sidération, qui est l'étape où l'enfant ne sait absolument pas ce qui se passe et dans laquelle son amygdale fonctionne en roue libre, eh bien, ce moment de sidération, si l'enfant est tout petit et qu'il ne peut même pas nommer, qu'il n'a aucune représentation de ce qui se passe, alors il est submergé. Moins l'enfant va pouvoir mettre des mots ou une image sur ce qu'il a vécu, plus il va être détruit. Parce que ça dépasse tout ce qu'il peut imaginer. Il ne peut se référer à rien. C'est d'une violence inouïe. Lorsque l'enfant découvre la sexualité de façon brutale, non consentie, sans affect, alors qu'il n'a pas encore construit son identité sexuée, une confusion majeure s'ensuit. Il ne comprend rien. Il ne peut plus faire confiance à ses sensations ni à ses émotions. Il y a une confusion énorme qui provient notamment de ce que lui fait croire l'abuseur, à savoir, si on me fait ça, c'est parce qu'on m'aime. En effet, l'abuseur, qui, je l'ai dit, est quelqu'un qui n'a aucune maturité psychique et qui n'éprouve aucun remords, aucune conscience de ce qu'il fait, va se servir de l'innocence de l'enfant et de son besoin de se sentir aimé pour lui dire que c'est parce qu'il l'aime qu'il abuse de lui, pour l'attirer vers lui et pour lui faire promettre de ne rien dire. Et lorsque la dissociation arrive pour protéger le cerveau de l'enfant et son corps, au niveau notamment du fonctionnement cardiaque, eh bien, lorsque la dissociation arrive et que l'enfant ne peut pas inscrire cet événement dans sa temporalité, sa spatio-temporalité, alors va survenir une amnésie, ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Et selon l'âge qu'a l'enfant lorsque cela se produit, cela peut détruire sa capacité de l'imaginaire.
Parce qu'à ce moment-là, il ne fait pas de différence entre le fantasme, qui est l'imaginaire, et le passage à l'acte. Il n'a plus de notion de limite, il n'a plus de notion de sa frontière. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Tout cela est bafoué, transgressé, violé. Et du coup, l'enfant ne sait pas quoi faire de tout ça. Son monde s'effondre. Il ne sait plus qui il est. Il n'a plus de repères, il n'a plus de frontières. Il a été envahi, non respecté. Il est un objet sexuel. Et en termes de conséquences, cet enfant va se refermer, ne va plus jouer, ou alors il va reproduire ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, pour tenter de donner un sens à cela. Et bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Il peut aussi avoir des comportements non cohérents, non adaptés aux situations qu'il vit. Il appelle au secours et très souvent, ça n'est pas compris. Donc, il va s'enfermer. La communication va être coupée. Il va se sentir coupable. Il va avoir honte. Parce que ça aussi, c'est l'agresseur qui lui fait comprendre que ce qu'il est en train de vivre, c'est de la faute de l'enfant. Étant donné que l'agresseur n'éprouve aucune culpabilité, il va balancer toute sa culpabilité sur l'enfant, qui lui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui du coup va vivre le reste de sa vie avec cette culpabilité qui n'est absolument pas définie et qui ne peut pas se rapporter à un événement, puisque de toute manière, l'enfant n'est pas coupable. Ce n'est pas sa culpabilité qu'il éprouve, c'est celle de l'agresseur. Et l'enfant se trouve dans l'incapacité, en grandissant, de restaurer une frontière, de se connecter à ses ressentis, et il ne sait pas non plus dire non. Tout cela, ça a été transgressé, abîmé, tué. Et le traumatisme est tellement, tellement violent qu'il ne peut pas être pensé ni représenté. Et donc cela va mener l'enfant à de l'agitation, voire de l'anxiété, de la dépression, du désespoir. Difficulté à intégrer des stimuli. Il peut avoir une dissociation psychique aussi. Et il ne se fait absolument plus confiance. Il ne fait plus confiance à ses ressentis, ni à ses émotions. Il peut être impulsif. Il est complètement perdu. Et une des difficultés majeures pour les personnes ayant vécu ce type de traumatisme est justement de se rappeler de ce traumatisme, puisque la fonction même de dissociation fait qu'on n'a plus accès à la mémoire de ce moment-là. Et lorsque des personnes viennent en psychothérapie, très souvent, ces personnes-là ne se souviennent plus de ce qu'elles ont vécu. Ou alors elles ont tellement enfoui cela dans la honte qu'elles peuvent mettre très longtemps avant d'oser en parler au thérapeute. Donc, dans le plan de traitement, pour accompagner une personne qui a été victime de viol ou d'attouchement, puisque les conséquences sont les mêmes, eh bien, il y a plusieurs étapes. La première étape va être la sortie du déni, c'est-à-dire que petit à petit, la personne, et cela peut durer longtemps, vraiment, va avoir accès à une sensation ou à un flash. En fait, elle va sortir petit à petit de cette anesthésie. Et ça va être difficile parce que
elle va forcément mettre en doute ce qu'elle ressent, puisque au travers de ce traumatisme, eh ben, sa mémoire a été affectée par rapport à ce traumatisme, pour sa protection. Et puis ensuite, le thérapeute va accompagner la personne à reprendre contact avec ses émotions, à les identifier, à les trier, à les nommer, et à l'aider à prendre conscience que ce qu'elle a vécu est de l'ordre du crime. Et que le méchant, c'est pas la victime, c'est l'agresseur. Et également, le thérapeute va l'aider à sortir de sa culpabilité, parce que très souvent, la personne qui vit avec ça depuis toujours culpabilise parce qu'elle n'a pas dit non, qu'elle peut même avoir eu une sorte de plaisir. Et puis la personne est honteuse au plus profond d'elle-même, elle se sent sale, elle se sent mauvaise, elle se sent peut-être provocante, et surtout elle se sent rejetée et non digne d'être aimée. Donc tout l'objectif de cette étape pour le thérapeute est de permettre à la personne de se reconnaître comme ayant été victime d'un agresseur qui a commis un crime. Ensuite vient l'étape de la réparation. C'est une étape qui est indispensable dans le processus de reconstruction. Cette étape de réparation va consister justement à témoigner, à écrire ou à porter plainte ou à laisser une trace, que ce soit par l'art, que ce soit par des témoignages, que ce soit par un procès, que ce soit à réparer, c'est-à-dire à écrire, à exprimer ce qu'elle n'a jamais pu exprimer, puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter à ce moment-là. Et le rôle du thérapeute à cette étape-là est vraiment de faire prendre conscience à la personne qui l'accompagne de l'importance de cette étape, et surtout de s'adresser à des personnes ou de mettre à l'œuvre un mode d'expression qui va faire que il va y avoir une écoute et que la personne se ressente légitime et reconnue dans le fait qu'elle ait été victime de quelque chose qui est ignoble. Donc voilà, il y a plein de façons de faire cette réparation. Et c'est important aussi de replacer ce traumatisme d'abus dans l'histoire familiale. Parce que quelquefois ce sont des incestes, donc commis par un membre de la famille, mais très souvent aussi il s'agit de phénomènes transgénérationnels, à savoir que un des parents ou un des grands-parents de la victime a pu aussi vivre un trauma qui, n'étant pas résolu, se répercute sur les générations suivantes. Donc c'est une étape fondamentale qui peut prendre du temps et qu'on ne doit pas bâcler. Et ensuite, il est important, et cela va se faire petit à petit, de conduire la personne à explorer un mode de relation différent à l'autre, de sortir de la confusion, de replacer des limites, de savoir dire non, de se relier à ses sensations, à ses émotions, et de pouvoir leur donner du sens dans la reconstruction psychique, d'une frontière psychique
qui avait été perforé depuis l'enfance. Et dans le mode de relation à l'autre, évidemment, il y a la sexualité qui, à ce moment-là, va être vécue différemment. La dernière étape est l'intégration, c'est-à-dire donner du sens à ce qu'on a vécu. Donner du sens ne peut se faire de façon véritable et, comment dire, et pleine et nourricière que lorsque toutes les étapes précédentes ont été vécues de façon complète. Donner du sens, eh bien, ça peut être par exemple écrire un livre. Ça peut être faire des conférences. Ça peut être devenir thérapeute. Ça peut être être dans la prévention. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de sa propre histoire, de son propre vécu traumatique, eh bien, à un moment, on va intégrer, c'est-à-dire qu'au lieu de le subir, eh bien, on va devenir acteur pour mettre en exergue quelque chose qu'on a compris au plus profond de soi et pour se respecter. Et au lieu de se cacher, à ce moment-là, on peut avoir envie de témoigner, on peut avoir envie d'aider, on peut avoir envie d'accompagner. On n'est plus dans la soumission, on n'est plus non plus dans la vengeance, dans la colère. On est au-delà de l'acceptation, on est dans « je suis riche de ce que j'ai vécu, cela fait partie de qui je suis et je ne peux plus me dissocier de ce que j'ai vécu et du coup, cela fait partie de mon intégrité et cela donne du sens à ma vie. » Voilà, je cherche un peu mes mots parce que c'est tellement... c'est un sujet qui est tellement difficile à aborder dans le sens où les conséquences peuvent être dramatiques, que vraiment je cherche les mots qui résonnent le plus juste possible, de façon à ce que ça ait du sens. Il est fondamental, lorsqu'on a vécu un tel traumatisme, de s'adresser à un professionnel. Alors évidemment, c'est difficile de s'adresser à un professionnel quand on ne sait pas ce qu'on a vécu. Mais dès lors que vous vous reconnaissez dans certains comportements que j'ai énumérés, alors, il est très très important de vous adresser à un thérapeute compétent, formé spécifiquement à l'accompagnement des personnes ayant vécu des traumatismes sexuels et des abus sexuels. Parce que tout seul, vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est pas possible. Voilà. Et quand on passe par ces différentes étapes de guérison, lors d'un accompagnement, eh bien on reprend vie. On reprend vie et à ce moment-là, on est encore plus fort, on est puissant, on est fort, on est authentique, cohérent. Et surtout, on ne laisse plus qui que ce soit abuser de notre intégrité. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je crois que ça a duré un peu plus longtemps que d'habitude, mais ça me paraît vraiment important. Et bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mon adresse email, Madeleine avec un M majuscule, @protonmail.com, c'est l'adresse qui s'affiche sur les diapositives.
Et je peux également vous conseiller des lectures, mais surtout, je vous conseille de vous faire accompagner par un thérapeute qui saura comment faire pour vous aider à reprendre vie et à avoir la tête haute. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle continuation en attendant. Au revoir.